Bonjour, pour cette capsule vidéo, on a la chance, hein, j'essaie d'éviter le mot chance, mais on a la chance ou l'opportunité de recevoir Marilyn Godette qui va venir nous parler d'intervention en mathématiques. Donc, elle a beaucoup d'expérience là, en lien avec l'adaptation scolaire, comment intervenir avec des élèves en difficulté et tout ça. Donc, je suis bien content en fait que vous puissiez entendre ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là, de pouvoir partager cet intérêt-là pour les mathématiques. Comme on l'a dit, je suis conseillère pédagogique au Centre de services au cœur des Vallées en Outaouais depuis 2 ans. Par contre, avant ça, j'ai été 14 ans comme orthopédagogue au primaire. Aujourd'hui, l'idée de cette présentation est un peu, dans le fond, OK, voilà. De vous présenter deux petites capsules d'environ 10 à 15 minutes. La première capsule va porter sur, dans le fond, les difficultés et les leviers qu'on a pour l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Ensuite, on va continuer avec l'identification des fondements de l'enseignement-apprentissage en mathématiques. C'est ce qui va mettre fin à la première capsule. Par la suite, on va poursuivre avec des propositions d'intervention efficaces à mettre en place dans vos salles de classe. Puis finalement, on va parler du matériel de manipulation qui est, dans le fond, je vous dirais, les essentiels à avoir quand on veut intervenir en mathématiques. On est parti sur ce. Pour introduire mon sujet, comme je suis orthopédagogue, je vais partir des difficultés. Si je vous demandais quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les élèves en mathématiques? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Moi, j'ai fait une recension des écrits et en fait, probablement que vous avez écrit ou pensé à des difficultés que vous retrouvez sur mon dessin, dans le fond, l'écriture des nombres, la lecture des nombres, le dénombrement, la mémorisation des faits arithmétiques, les fractions, l'argent, l'aspect visuo-spatial, le vocabulaire mathématique, pour ne nommer que ceux-là, sont différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Ces difficultés-là, par contre, il faut pouvoir être capable de s'en servir. L'idée derrière pourquoi je vous demande ou je vous ai questionné par rapport aux difficultés mathématiques, c'est que ces difficultés-là ou les erreurs ou peu importe, ça va être un élément essentiel à bien connaître ou en tout cas essayer de développer la compréhension de ces erreurs-là de vos élèves pour mieux enseigner en mathématiques. En plus de ces différentes difficultés-là qui sont très présentes, qu'on entend très souvent, il y a aussi une partie, là j'ai encore marqué les difficultés, mais qui se réfère davantage aux obstacles. Ces obstacles-là qui sont, dans le fond, l'origine des difficultés ou des erreurs. Donc, parmi ceux-là, on a des difficultés d'enseignement qui vont se retrouver parmi les obstacles didactiques. On a aussi le contrat didactique que vous avez sûrement entendu parler, qui se retrouve aussi dans les obstacles didactiques. On a des difficultés, les élèves ont aussi des fois des difficultés avec l'anxiété que provoque le fait de travailler en mathématiques. Puis, je vais passer avec vous à travers les différents obstacles, mais à partir, dans le fond, du triangle de la didactique. Donc, ces obstacles-là ici, comme je vous l'ai dit, on pourrait les utiliser comme des origines possibles des erreurs que nos élèves vont faire. Et en les connaissant, on pourrait les anticiper et planifier nos activités d'enseignement-apprentissage selon les difficultés ou pour pouvoir aider les élèves à franchir ces obstacles-là. Donc, je vous présente un triangle que vous avez sûrement dû voir, qui est le triangle de la... Ah, excusez, je suis revenue. OK, le triangle didactique. Pourquoi je vous présente ça? C'est pour vous parler des obstacles. Donc, si je commence par le haut de mon triangle, le pôle des élèves, c'est aussi là où on va retrouver ce qu'on appelle le lieu des obstacles ontogéniques. Les obstacles ontogéniques, c'est lié au développement, dans le fond, d'un individu.
les limites de notre développement, par exemple, comme présenté par Piaget, là, le stade de développement, pourrait induire des erreurs. Un exemple de ça, c'est la conservation des quantités, où on peut présenter à un élève plusieurs objets. Si on les place très rapprochés ou distancés et on demande à l'élève lequel en a le plus, l'élève va aller avec le visuel d'emblée et va prendre probablement les éléments qui sont le plus espacés parce qu'ils représentent une plus grande surface, une plus grande distance, contrairement à s'il le dénombrait, probablement que c'est la même quantité. Donc, ce genre d'obstacle-là va en fonction du stade de développement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas se dire « Ah, ben il n'est pas rendu là, je ne vais pas enseigner cette matière-là ou je ne vais pas le confronter à ça. » Mais on va le placer dans une situation où l'élève va pouvoir franchir cet obstacle-là ou on va l'amener à franchir cet obstacle-là. C'est pour ça que c'est important d'en être conscient. Le deuxième pôle que je vais vous emmener, c'est le pôle épistémologique, donc qui est en lien avec la discipline ou la science elle-même, qui est ici la mathématique. Donc, ces difficultés-là, on va retrouver des erreurs, souvent de notions qui pourraient être mélangées ou qu'on aurait des confusions parce que c'est très près. Un exemple que j'ai facilement en tête, c'est un élève à qui on demanderait de calculer 1,5 ou il faut que je le dise en vrai terme mathématique. Hein, c'est 1 et 5 dixièmes. 1 et 5 dixièmes. Je vais me reprendre comme il faut. Donc, 1 et 5 dixièmes multiplié par 10 et que l'élève nous répondrait 1 et 5 centièmes. 500, ouais, 5 centièmes. Ah, je ne sais plus comment le dire, mais dans le fond, et tout ce qu'il aurait fait, c'est ajouter un zéro à la fin, parce que quand on n'est pas avec un nombre décimaux, avec des nombres décimaux, on applique ce truc-là et ça fonctionne. Donc ici, l'erreur, c'est pas, ça se corrige, mais c'est une erreur qui serait de type épistémologique. Par exemple. Puis finalement, ben, l'autre pôle ici, qui est l'enseignant et qui va être plus l'aspect didactique, où là, il y a plusieurs types d'erreurs qui peuvent se retrouver, dont des erreurs en lien avec le contrat didactique ou des erreurs avec les choix qu'on a fait dans le matériel qu'on utilise ou les variables qu'on utilise. Donc, à ce moment-là, ces erreurs-là peuvent engendrer des difficultés pour nos élèves. Donc, c'est important de les connaître. Par contre, je vous inviterai, je vais vous présenter tout de suite le référentiel d'intervention en mathématiques. J'ajouterais juste, Marilyn, oui. Excuse-moi de te couper, j'ajouterais juste, je trouve ça super intéressant pour faire des liens parce que tu as commencé en montrant globalement les difficultés au sens large là, avec reliées au nombre, reliées à l'écriture et tout ça. Mais on a vu dans le cours, dans le fond, d'essayer de voir des difficultés plus précises. Puis dans les exemples que tu as donnés, là, les exemples d'erreurs, autant la conservation des quantités qu'avec les nombres décimaux, ben, ça force dans le fond à aller plus précisément, pas juste dire, ben, la difficulté, c'est les fractions, mais c'est quoi en lien avec les fractions? Là? Puis ça permet de retourner un petit peu plus à la source. Là. Donc, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vu dans le cours. Là. Merci. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, ce que je voulais introduire, c'était le référentiel d'intervention en mathématiques. Si vous voulez le relire, ce que je viens d'expliquer, mais je sais que vous l'avez lu sûrement ailleurs, mais à la page 44 du référentiel, on vous reparle de ces différents obstacles-là avec d'autres exemples aussi, si vous voulez aller plus loin. Donc, une fois qu'on a ces éléments-là, mais qu'est-ce qu'on a, nous, comme levier, comme enseignant, pour, dans le fond, passer ou faire franchir ces obstacles-là et faire avancer nos élèves. Donc, ces leviers-là, c'est un peu et vous allez le retrouver dans le référentiel d'intervention mathématique. J'ai mis la référence à la fin, vous allez pouvoir y référer. Il est disponible sur Internet, sur le site du ministère de l'Éducation. Dans le fond, ces leviers-là, c'est un peu les conditions essentielles à l'actualisation des fondements de l'enseignement-apprentissage que vous allez retrouver, dans le fond, dans mon référentiel. Bien, il n'est pas à moi, mais dans le référentiel, mais que vous allez pouvoir mettre en place dans vos salles de classe. Donc, il y a ici, mes deux leviers vont
comprendre plusieurs éléments, mais tout d'abord de favoriser l'engagement cognitif et surtout la participation active des élèves dans leurs activités mathématiques. Puis bien sûr, mettre en place un climat qui va favoriser cet engagement cognitif-là et cette participation active des élèves. Ça, là, je vous dirais, si vous arrivez à avoir une classe de mathématiques ou dans votre classe et à déployer ces deux leviers-là, bien, ça va être déjà très gagnant. Donc, pour aller un peu plus loin, mais je ne veux pas nécessairement juste faire la lecture, mais pour favoriser l'engagement cognitif, ce qu'on veut voir dans les tâches qu'on va préparer, c'est de susciter la réflexion des élèves. Donc, qui est à se questionner et pas que ça soit toujours très facile. On va aussi inviter les élèves à justifier leurs propos parce que c'est de cette façon-là qu'on va développer leur raisonnement. Encore une fois, on va faire verbaliser à l'élève son raisonnement. Donc, une classe de mathématiques, ça ne devrait pas être très silencieux. Ça devrait être en effervescence, on devrait avoir des discussions, on devrait avoir des partages, puis ça devrait permettre à tout le monde dans la classe de favoriser ces échanges-là. Donc, bien sûr, favoriser des échanges et des discussions. Donc, pour faire ça, le travail d'équipe en mathématiques est souvent intéressant. Bien sûr, on va demander aux élèves de communiquer à l'aide du langage mathématique, mais aussi, il va falloir le développer, ce langage mathématique-là. Parce que souvent, il y a plusieurs termes mathématiques qui ont plusieurs, ou un terme qui pourrait avoir plusieurs sens et que l'élève, on veut le ramener au langage mathématique. Je donne comme exemple, si je devais prendre le terme volume, bien, dans la vie de tous les jours, peut-être que volume pour les élèves, ça signifie un livre. Par contre, en mathématiques, bien, le volume, c'est l'espace occupé par un objet. Donc, c'est important de bien comprendre qu'un même mot peut avoir plusieurs sens, puis de bien le définir en contexte mathématique. Bien sûr, il va falloir varier les modes de représentation. Donc, les modes de représentation, ça peut être d'utiliser des objets, d'utiliser des fois des symboles, des expressions mathématiques, des dessins, des schémas, des diagrammes, des grilles, des tableaux. Donc, dans le fond, de varier les différentes façons de représenter les concepts mathématiques. Ça va permettre ou ça va nous aider plus loin, plus tard, pour, dans le fond, passer à une meilleure compréhension en mathématiques. Puis, bien sûr, exploiter le matériel de manipulation. Je veux juste vous dire que le matériel de manipulation, je vais y revenir, c'est la dernière partie de la deuxième capsule où on va regarder un peu le matériel de manipulation, mais c'est pas juste, il y en a là dans le coin de la classe là, du matériel de manipulation. Il faut aussi le montrer aux élèves comment l'exploiter, puis voir, leur faire découvrir, puis qu'il soit accessible dans la classe. Donc ça, c'est le premier levier qui est l'engagement cognitif et la participation active. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu comme élève en mathématiques, peut-être pas, mais je vous souhaite d'être une enseignante qui va partager ça. Puis le deuxième levier, qui est de créer un climat de classe propice. Mais pour faire ça, il faut d'abord avoir une attitude positive face aux mathématiques et pas avoir peur de se lancer dans l'enseignement des mathématiques. Puis de voir ça comme on peut faire des erreurs, mais c'est positif ça aussi et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on le voit tout de suite en dessous aussi, les erreurs. Ça me ramène à ce que ma première diapo, on a vu tous les différents obstacles qui pourraient causer des erreurs. Mais elles sont nécessaires. C'est ça qui va nous permettre d'apprendre et de grandir. Puis des fois, il faut franchir ces obstacles-là pour être capable de mieux comprendre, encore une fois, tous les concepts mathématiques. Puis finalement, le dernier, c'est d'établir explicitement le rôle de l'élève et celui de l'enseignant dans l'activité mathématique. En établissant plus explicitement, l'élève va savoir ce qu'on s'attend de lui. Parce que des fois, on prend beaucoup de place, on prend beaucoup le rôle de l'élève pour dégager des fois les concepts ou essayer de comprendre pour eux. On les amène quasiment, ils ont juste à le retranscrire. Et c'est pas ça qu'on veut. Notre rôle comme enseignant est plus de les guider, de les questionner, de les amener à raisonner. Puis l'élève, son rôle, lui, c'est justement de prendre le temps de réfléchir, de raisonner et de communiquer. Donc,
ce sont les leviers qui vont nous amener, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le fond, au fondement que le référentiel nous propose. Et ça sera le dernier élément de notre première capsule. Donc, les fondements de l'enseignement-apprentissage en mathématiques, qui sont, encore une fois, je suis tannante, mais dans le référentiel d'intervention en mathématiques. Le premier est de donner du sens à la mathématique en s'appuyant sur la compréhension des concepts et des processus et de recourir à la résolution de problèmes selon différentes intentions. Ce sont les deux fondements qui sont préconisés dans le référentiel. Puis je vous dirais, c'est souvent là où c'est difficile. On est passé vite à l'application et la compréhension est souvent déficiente chez les élèves et c'est ce qui fait en sorte que c'est plus difficile d'enseigner. On veut aller vite à cause d'un programme chargé avec beaucoup de choses à faire. On veut remplir nos cahiers d'exercices, mais il faut s'attarder davantage au sens et à la compréhension des différents concepts et processus. Même ordre que tout à l'heure, j'ai repris ici une image qui nous explique comment on peut donner du sens aux mathématiques. Bien, c'est en travaillant avec les trois sphères un peu que vous voyez ici, la compréhension conceptuelle, qui est le quoi et le pourquoi d'un concept, les liens avec ce concept-là et les liens entre les concepts. Mais juste cette compréhension-là, elle n'est pas suffisante. On doit aussi travailler la flexibilité. Quand on parle de flexibilité en mathématiques, c'est d'être capable de trouver une façon d'effectuer une tâche de plusieurs façons et de le pratiquer, et de demander aux élèves, de le forcer avec nos élèves. Mon exemple, c'est si j'avais à calculer mentalement 14 plus 19 et de demander aux élèves comment ils ont procédé. Souvent, ils vont dire, j'ai compté, mais on peut aller plus loin que ça. Donc, par exemple, un élève pourrait avoir dit, bien, moi, j'ai fait 14 plus 20 parce que 19, c'est près de 20. Donc, 14 et 20, c'est plus facile à calculer, ça donne 34. Et j'ai enlevé le 1 parce que j'avais ajouté 1 pour le 20 qui me donne 33. On pourrait lui demander, peux-tu trouver une autre façon de le faire? Et là, on travaille la flexibilité. Alors, il pourrait dire, peut-être que j'ai fait 14 plus 16 parce que 4 et 6, c'est les compléments pour faire 10. Donc, j'arrive à 30. Puis, de 16 à 19, il y a un 3. Donc, je fais plus 3 qui me donne un 33. On pourrait aussi demander encore, est-ce qu'il y aurait une autre façon? Et là, peut-être de dire, moi, j'ai pris le 19 plus 1 qui donne 20 et j'ai enlevé le 1, donc 20 plus 13 qui donne 33. Donc, on arrive à la même réponse, mais on a travaillé au niveau de la flexibilité. Puis, l'autre sphère qu'on peut aller travailler, bien sûr, c'est la fluidité. Hein, comme dans un de mes exemples, d'avoir mémorisé les faits additifs, dans le fond, de connaître que 6 et 4 font 10, que je le sais, c'est inné, c'est facile pour moi, c'est rendu de la fluidité, donc je peux l'utiliser dans mes calculs. Donc, quand on travaille en mathématiques, il faut toujours avoir ces trois éléments-là en tête et on doit essayer de le forcer avec nos élèves, donc par nos interventions, par nos façons de travailler avec eux, ce qui va leur permettre de donner du sens aux mathématiques. Mais vous pouvez aller lire, il y a plusieurs exemples dans le référentiel sur, là moi je vais donner un petit exemple en calcul, là, mais il y en existe dans tous les champs en mathématiques. Puis il y a des bons exemples qui sont donnés dans le référentiel. Donc c'est ce que j'allais dire là. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, merci pour le partage de ta vision. Puis, je vous invite, dans le fond, à noter ce que vous retenez de la capsule. Puis ensuite, on poursuit, dans le fond, avec des exemples très concrets d'intervention avec matériel de manipulation et tout ça.